Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo, j'ai abordé une étude sur l'expérience des hommes battus qui précisait que l'approche féministe des violences conjugales allait à l'encontre des chiffres provenant de sondages nationaux, et que c'était sur une base théorique et non empirique que le féminisme appuyait sa position. Pour vous résumer cette position, elle dit en gros que, certes, les chiffres bruts provenant de sondages nationaux impartiaux montrent que la moitié des victimes de violences conjugales sont des hommes, mais en vrai c'est faux. Les femmes sont violentes pour rire ou bien pour se défendre uniquement. Toute cette intellectualisation foireuse des clichés patriarcaux de la part des féministes a de lourdes conséquences sur les victimes de violences conjugales, et a par ailleurs été réfutée empiriquement maintes fois. J'avais déjà cité le cas de Johnson dans une ou deux autres de mes vidéos, mais même si c'est un cas très significatif, étant donné que c'est une éminence féministe sur le sujet du terrorisme conjugal et que toute sa recherche est bidonnée, ça ne reste au fond qu'un chercheur. On va voir dans cette vidéo le cas général, histoire d'englober l'ensemble de la recherche féministe, et vous verrez qu'en réalité tout n'est pas acheté non plus. Pour cela, on va s'intéresser à la principale méthodologie pour faire des sondages de victimation au sein de la famille, l'ACTS. On verra comment cette méthodologie est détournée à des fins idéologiques. L'ACTS est à la fois l'une des plus grandes avancées dans la recherche, mais en parallèle l'avancée la plus critiquée. La principale critique provient de l'Institut national de justice américain, c'est pas rien donc. Mais retenez bien ça, l'une des principales critiques provient de cet Institut national de justice américain. L'article mentionne Murray-Strauss, et notamment ses critiques d'une des études ayant utilisé une version pervertie de cette méthode. Strauss, alors c'est pas n'importe qui, c'est l'un des principaux chercheurs ayant développé puis révisé la CTS. C'est une des pointures dans le domaine et il est reconnu pour ça. Et si jamais c'est pas suffisant, sachez qu'il est féministe et qu'il n'apprécie pas particulièrement que des masculins se servent de ses publications. Alors, je précise tout de même que si je le présente ainsi, c'est pas pour en faire un argument d'autorité. C'est juste pour éviter les attaques ad hominem. C'est pas un charlatan, c'est pas un complotiste ou quoi que ce soit. Néanmoins, il présente au moins 7 méthodes pour dissimuler la violence des femmes selon lui. Je vais présenter les choses autrement. Je vais plutôt parler de 3 grands types de méthodes. La première, c'est d'agir sur les publications, ensuite sur la méthodologie et enfin sur les chercheurs eux-mêmes. Et chacune de ces méthodes contiendra différentes pratiques. La première pratique consiste à bloquer la recherche. Ça peut paraître un peu complotiste dit comme ça, mais encore une fois, Murray-Strauss, c'est pas n'importe qui, je l'ai présenté, tout ça, voilà. Et forcément, il prouve ce qu'il avance. Là, il donne un exemple concret. En 2005, l'Institut national de justice, donc encore lui, a lancé une campagne de financement pour recenser les violences conjugales. Mais les sondages incluant les hommes victimes n'étaient pas éligibles à un tel financement. Comment ne pas y voir une intention manifeste de minimiser le nombre d'hommes victimes? Quoique après ça saute pas aux yeux des gens alors que c'est évident dès l'intitulé de leurs études. Si jamais le financement se fait quand même, il s'agira d'occulter les données concernant les hommes lors de la publication. On sait par exemple que dès 1986, au moins 23 sondages, dont 2 nationaux, montraient que les femmes étaient tout aussi violentes que les hommes dans le couple. Pourtant, si on prend le sondage de 79, seule la violence envers les femmes a été publiée. Et on retrouve la même chose en 87 et en 89 par exemple. Même si Strauss peut citer plus de 200 études fiables montrant une symétrie des violences conjugales, il rappelle que bon nombre d'études ont tout simplement omis de publier les données relatives à la victimation des hommes. Et c'est pas un simple biais de publication là, c'est bien plus grave que ça. Et enfin, la dernière pratique, une fois que les 2 premières étaient échouées, c'est l'indémodable cherry picking. Sauf que là, c'est encore une fois franchement abusé. Vous vous souvenez de l'Institut national de justice, dont j'arrête pas de parler depuis le début. On sait qu'il a commandé cette étude que j'ai abordée précédemment, que la méthodologie a été sujette à controverse pour au final inclure indirectement seulement la violence féminine. Les résultats de l'étude montraient que 40% des victimes étaient des hommes, une fois que les limitations du CTS qu'ils formulaient eux-mêmes avaient été corrigées. Et bien maintenant, comme 40% c'est trop selon eux, ils mettent tout simplement cette étude sous le tapis. Alors que là c'est franchement gros. Normalement cette étude-là, elle aurait dû être parfaite selon eux, selon leurs propres critères. C'est le summum de ce qu'on devrait attendre. Mais non, à la place, ils ont présenté une étude qui montrait que 85% des victimes étaient des femmes. Et par ailleurs, quand ils ont publié l'étude montrant que 40% des victimes étaient des hommes, ils l'ont aussi caché sous le tapis. Cette étude est la transition toute trouvée pour passer à la deuxième méthode qui concerne les méthodologies foireuses. Comme le disait Strauss sur l'article Wikipédia, il peut s'agir de perversion de la CTS. Et là, on voit 2 perversions majeures au sujet des violences conjugales, rien que dans cette étude-là. Et on parlera des autres juste après. La première, c'est qu'ils ont tenté d'enlever certaines questions aux femmes. Normalement, la CTS, elle pose des questions aux sondés pour savoir s'ils ont été victimes, mais aussi s'ils ont été coupables de violences, de coercition, etc. Finalement, un compromis de dernière minute avait été défini, qui était de rajouter un échantillon d'hommes auxquels on aurait demandé s'ils avaient été victimes. Cependant, normalement on interroge aux sondés s'ils ont été victimes et si elles ont été coupables. Or, ils ont catégoriquement refusé de demander aux femmes si elles avaient été coupables de violence. La deuxième raison est qu'ils ont posé la question « Vous êtes-vous senti en danger ?» Sauf que les hommes et les femmes ne ressentent pas ces choses de la même manière, et je l'avais déjà montré dans cette autre vidéo. On voit que même dans un cas où les femmes sont moins victimes ou alors autant victimes que les hommes, elles ressentent plus de peur, elles se sentent plus rapidement et plus souvent en danger. Donc c'est pas un indice fiable en fait, il est biaisé par nature.
Donc voilà d'où viennent les critiques de la CTS, je le rappelle. Quand on utilise la CTS de manière brute, de manière impartiale, on voit qu'il y a autant d'hommes victimes que de femmes. Et selon les féministes, c'est ça les corrections qu'il faudrait apporter pour avoir une vision plus juste des violences conjugales. La deuxième méthode concernant les méthodologies foireuses consiste à n'interroger que des femmes. Et d'ailleurs, vous verrez que le fameux Johnson est cité plusieurs fois, le gars dont je parlais en début de vidéo, et que j'avais déjà parlé dans des précédentes vidéos. Vous voyez plutôt la déontologie du gars, qui, je le rappelle, c'est une pointure au sein des féministes. Quand des chercheurs ont réanalysé les études de Johnson, mais sans ignorer les données concernant les hommes qu'il avait mesurés, chose que Johnson faisait quand il avait la présence d'esprit d'interroger aussi des hommes victimes, ces chercheurs ont tout naturellement trouvé que le terrorisme conjugal était tout aussi fréquent provenant de femmes. Ces résultats ont par ailleurs été répliqués. Et ça n'a pas empêché Johnson de continuer de répandre ses inepties. Mais jusqu'à la fin de sa carrière, il continuait ce genre de pratiques douteuses. Et enfin, la dernière méthode, c'est tout simplement de mentir. Franchement, voilà, pourquoi se faire chier? Ils mentent clairement. L'une des études qui a servi de base pour dire que les femmes sont violentes parce qu'elles se défendent montre en réalité que seuls 7% d'entre elles déclaraient être violentes pour cette raison. Dans notre cas, ils vont mentir sur le critère de légitime défense. Si une femme frappe son homme parce qu'il fait quelque chose qui lui déplaît, genre rentrer tard du boulot par exemple, ils considéraient que c'était de la légitime défense. Alors qu'en réalité, c'est de la violence coercitive. Dans notre cas, ils vont tout simplement fabriquer de toutes pièces cet argument de l'autodéfense. Strauss prend le cas particulier d'un des rapports de l'OMS, et ce qu'on voit, c'est que ou bien les études citées ne parlent pas de légitime défense, tout simplement, ou alors ils en parlent, mais ils parlent uniquement de celle des femmes, ils mesurent pas celle des hommes, ou alors on voit qu'elle est minoritaire, qu'elle ne représente pas la majorité des cas. Alors avant de poursuivre, il me paraissait nécessaire de préciser une chose pour éviter qu'on m'accuse d'être malhonnête. Strauss a développé cette méthodologie dans les années 70 avec un collègue, Gels. Et Gels, lui, a changé d'avis. Il considère que les femmes sont bel et bien violentes de manière aussi fréquente que les hommes, mais c'est par légitime défense. Donc en réalité, c'est pas pertinent de noter que les femmes soient aussi violentes que les hommes. En fait, ce mec, il a tort, tout simplement. C'est faux. Il a changé d'avis, mais pour de mauvaises raisons. Et enfin, la troisième étape, après avoir influé le système de publication et les méthodologies des études, le troisième type de méthode consiste à menacer et harceler les chercheurs. Alors, difficile de croire Strauss sur parole, même si d'ordinaire les féministes estiment qu'il ne faut jamais remettre en question le témoignage d'une victime, dans ce genre de cas, j'ai comme le sentiment qu'ils vont pas rechigner à faire des exceptions. Bon, néanmoins, ça reste des témoignages, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais si jamais vous ne trouvez pas ça crédible, regardez les universités aujourd'hui, et comment elles agissent ouvertement. Les études de genre, c'est pas récent en Amérique du Nord. Dites-vous simplement qu'ils se comportaient déjà de la sorte, mais de manière moins prononcée et plus dissimulée qu'il n'y avait pas Internet, notamment, il y a quelques décennies. Encore une fois, je vous renvoie au cas célèbre de Erin Pizzi. Alors pour ceux qui disent tout le temps que c'est le néo-féminisme ou je ne sais quoi qui est merdique, sachez que tout ça, ça remonte aux deuxième vague. Le féminisme a toujours été merdique. Internet ne fait que montrer publiquement le vrai visage du féminisme. Voici une affiche datant des années 70. Toutes les femmes sont des victimes de viol et tous les hommes sont des violeurs en puissance. Ça vous rappelle rien, ça? C'est vieux de 40 ans. Voici un tract similaire datant de la même époque. C'est pas le féminisme de maintenant qui est débile, misandre ou injuste, c'est le féminisme en son sein. Ce que vous voyez sur Twitter maintenant, c'est ce qui s'est toujours passé dans les milieux féministes. Vous vous dites peut-être que le féminisme première vague est épargné de tout ça. J'avais déjà parlé de la famille Pankhurst, notamment de la fille qui disait ce genre de choses lors du naufrage du Titanic. Aucun féminisme, que ce soit le récent ou l'ancien, ne s'est réellement battu pour l'égalité, à aucun moment. Mais la réalité, c'est que je pourrais jamais vous convaincre de ça. Je pourrais vous montrer 10 000 preuves en tout genre que vous refuseriez toujours d'admettre que le féminisme c'est de la merde. Alors avant de passer à la conclusion de cette vidéo, je vais vous demander de suivre un petit exercice de pensée. On revient plus d'un siècle en arrière, et on observe que les hommes sont soumis à un rôle social difficile à supporter, en gros de devoir aller au charbon pour sa famille, de devoir avoir l'autorité dans la famille, ce qui représente quand même une charge mentale très lourde, ainsi que plein d'autres choses pesantes dans la vie d'un homme. Imaginez donc un mouvement de libération des hommes, de leur rôle patriarcal, etc., et on l'appelait du coup le masculisme, pour faire le parallèle avec le féminisme, mais dans mon monde hypothétique, le féminisme n'existe pas. Voilà, donc voici le point de départ. Le masculisme première vague pose des bombes pour se faire entendre et se fout ouvertement du sacrifice des femmes dans leur maternité. Tout le travail qu'elles ont exécuté par exemple pour maintenir le foyer en ordre, tout le labeur qui représente le nettoyage des vêtements par exemple, ce qui n'était pas rien à l'époque. Voilà, on se fout de ces tâches ouvertement, mais au nom de l'égalité bien évidemment. Et si jamais des femmes se plaignent de leur rôle social qui est oppressif, en parallèle des complaintes des hommes, on leur rit au nez, en disant qu'elles n'ont pas à se plaindre, c'est normal. Au fond, elles profitent bien de ce rôle quand elles sont exemptées d'aller à la guerre, par exemple. Elles ont le privilège de pouvoir se marier quelqu'un de riche, donc on sait très bien que c'est une minorité de femmes qui en ont la possibilité, mais ça on va pas le dire. Donc on n'écoute pas ces complaintes des femmes qui disent qu'elles aussi, elles souffrent de ces rôles sociaux et que c'est bel et bien une oppression qu'elles subissent.
Et on passe donc au masculisme deuxième vague, qui lui passe à la vitesse supérieure, qui appelle carrément au meurtre de femmes de manière ponctuelle. Il fait aussi tout pour dissimuler la violence des maris envers leurs femmes. Les hommes souffrent bien trop de leur oppression patriarcale et rentrent bien trop fatigués de leur journée de labeur pour frapper leurs femmes. Voilà, ça c'est la théorie masculiste qui prétend réfuter la violence des maris envers leurs femmes. Et on va même jusqu'à inventer l'idée selon laquelle les femmes profitent de cette fatigue pour avoir l'ascendant physique sur leur mari. Et que c'est pour ça que 90% des violences conjugales sont le fait des femmes sur leur mari. Mais en parallèle, vous savez, le masculisme, il fait des choses bien pour les hommes, voilà. Par exemple, je sais pas, il va revaloriser le salaire des hommes, par exemple, qui était injustement déprécié. Il ne fait rien pour les femmes cependant, ou alors c'est involontaire ou collatéral. Donc on passe ensuite au masculisme troisième vague, qui lui appelle carrément au génocide des femmes, pour qu'elles ne constituent plus que 10% de la population mondiale. Mais ne pensez-vous pas que si ces choses étaient faites par des hommes à destination des femmes, on aurait une vision incroyablement péjorative du mouvement, y compris du premier et deuxième vague? On craindrait ce mouvement et on le verrait comme dangereux, comme étant une menace. Maintenant, imaginez que vous disiez tout ça à des masculistes et qu'ils vous répondent « Oui, mais le masculisme se bat pour l'égalité. C'est ça la définition du masculisme. J'en veux pour preuve ce droit qu'il a accordé aux hommes, et puis cet autre droit qu'il a accordé aux hommes seulement. Et puis cette libération des hommes de leurs rôles sociaux, c'est bien qu'il est pour l'égalité. Comment tu peux dire que le masculisme est misogyne alors qu'on voit qu'il est pour l'égalité puisqu'il aide les hommes seulement, depuis toujours? Et puis ceux qui appellent au meurtre des femmes, ce ne sont que des extrémistes. Et puis c'est juste un hasard si l'une des figures éminentes du masculisme, à savoir Simone de Beauvoir, était un pédophile notoire. Et c'est un hasard si une autre figure majeure du masculisme, à savoir Simon If, celui qui a créé le manifeste des 343 salauds, celui qui a créé le planning familial, celui qui a été ministre des droits des hommes, c'est un hasard si lui aussi était un pédophile. Puis c'est un hasard si le troisième Simon, à savoir Simon Veil, est quant à lui perçu comme l'une des principales figures masculistes alors qu'en réalité il refusait catégoriquement de se définir comme masculiste. Enfin, vous vous rendez compte de l'absurdité de cette discussion? C'est exactement les contre-arguments que vous me renvoyez tout le temps quand je vous dis que le féminisme ne s'est jamais battu pour l'égalité, mais que c'est et ça a toujours été un mouvement de suprémacisme féminin. Prenez l'université par exemple, les femmes y sont majoritaires depuis 30 ans, mais tout est fait pour qu'elles soient encore et toujours plus nombreuses. Elles bénéficient de programmes spéciaux, de bourses exclusives et globalement on fait tout pour les y encourager. En quoi c'est pas une volonté suprémaciste ça? Elles sont déjà majoritaires, mais il faut qu'elles soient encore plus nombreuses. Ça c'est le féminisme modéré ça, c'est pas les extrémistes. Les féministes extrémistes sont clairement et ouvertement misandres et sont une menace directe pour les hommes. Elles s'en vantent, y a pas de doute là-dessus. Mais en quoi le fait que les féministes modérés ne soient pas aussi extrémistes prouve quoi que ce soit? En quoi ça prouve que c'est un mouvement pour l'égalité ou la justice? Faites la moyenne des actions et des théories féministes. Elles vont toutes dans le même sens. C'est juste que les féministes modérés y vont moins rapidement, mais c'est dans la même direction. Ces féministes modérés ne font qu'aider les femmes, même quand elles sont déjà avantagées par rapport aux hommes. Je vous renvoie aux universités. En quoi n'y a-t-il pas une volonté suprémaciste, y compris chez les modérés? Le seul exploit des modérés, c'est de ne pas vouloir tuer des hommes directement. Et ça s'arrête là. Le féminisme est et a toujours été un suprémacisme féminin. La base de la théorie féministe disant que seules les femmes sont et ont été historiquement opprimées, c'est d'abord de dire que seules les femmes souffrent. Ensuite, face à l'absurdité évidente d'une telle affirmation, ils vont dire que ce sont principalement les femmes qui souffrent, notamment au sujet des violences conjugales. Cette hypothèse, qui a été présentée comme un argument, a été empiriquement réfutée. Et d'ailleurs, pourquoi considérer que le nombre de victimes de violences conjugales est une meilleure métrique que le nombre de morts à la guerre, par exemple, ou le nombre de morts au travail? Là, ce seraient les hommes qui seraient opprimés. Donc quand on contre-argumente à ce sujet, on voit que les hommes sont autant victimes que les femmes. Alors le dernier recours des féministes est de dire que ce sont les hommes qui dirigent, et que donc tous les hommes profitent forcément de cette poignée d'hommes au pouvoir. Et là, les féministes sont borgnes, elles ne voient que la moitié de la situation. Si notre métrique ce sont les droits, alors oui, les femmes sont opprimées. Mais si notre métrique ce sont les devoirs, alors ce sont les hommes. Et là, du côté des masculistes, l'argument d'une dernière cour, ce serait de dire qu'il suffit à une femme d'épouser un homme riche pour avoir la belle vie. C'est ridicule comme argument, et pourtant c'est ça qui est à la base du féminisme. On se base sur les privilèges d'une poignée d'hommes pour les élargir à l'ensemble de la population, pour justifier l'oppression que subit cette population. Selon une approche des droits, les femmes sont opprimées, selon l'approche des devoirs, ce sont les hommes. Si on prend un minimum de recul et qu'on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, on se rend compte que tout le monde est et a toujours été opprimé, les hommes comme les femmes. Cette oppression se manifeste différemment et les hommes et les femmes ont des techniques différentes pour esquiver cette oppression. Mais tout le monde est et a toujours été opprimé. Sinon je vous avais dit qu'il me reste encore 2 vidéos à faire, mais honnêtement je crois que je vais faire la passe sur au moins l'une d'entre elles. Je sais d'avance que ma vidéo sur l'amour des femmes va être mal comprise, donc autant pisser dans un violon. Et en ce qui concerne la vidéo sur les constructions sociales, elle risque de durer quelque chose comme 1h30.
Et ça me demande énormément d'efforts d'essayer de rendre ça digeste. Donc tout ça pour qu'au final personne ne l'écoute jusqu'au bout. Franchement, ça me fait un peu chier. Ça faisait pas partie des sujets dont je voulais absolument parler quand j'ai commencé à faire des vidéos. C'est juste un bonus, étant donné que j'ai les infos sous la main. Là, honnêtement, je vous avoue que j'ai la flemme. Du coup, je vous tiendrai au courant de ma décision. Au plus tard, ce sera en janvier. Si jamais en janvier j'ai rien fait, c'est que c'est mort. Je ferai peut-être une vidéo plus légère, mais pas pour parler de féminisme ou quoi que ce soit. Si jamais ce que j'avais à dire sur ce sujet vous intéresse réellement, au point que ça vous fasse chier que j'en parle pas en vidéo, je vous renvoie vers le site de Moss, Mecto France. Vous y trouverez déjà les 2 articles sur les constructions sociales. Ils sont lacunaires et imparfaits, mais bon, tant pis. Ça reste satisfaisant à mes yeux. Et je suis actuellement en train de rédiger celui sur la mort des femmes. Donc il n'est pas encore dispo, mais il le sera d'ici un mois, je pense. Donc voilà, à bientôt, peut-être.